Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire court, simple, sans montage, suite à l'annonce de Vladimir Poutine qu'il mobilisait de manière partielle 300 000 réservistes. L'objectif, c'est de vous faire mieux comprendre cet effet d'annonce, revenir un petit peu sur ce qu'est l'armée de l'air russe, que ce que c'est qu'un réserviste. Imaginez quel impact cela peut avoir. Alors moi, je vous rappelle, j'étais officier de marine personnel navigant, pilote. Du coup, je vais me focaliser sur mon domaine d'expertise. Je vais rester sur la troisième dimension, donc principalement tout ce qui touche à l'armée de l'air. Ensuite, nous allons regarder un petit peu quelles sont les prochaines étapes à regarder, mais surtout, nous allons faire un tout petit pas de côté et parler de la guerre de Corée dont je parlais déjà il y a 6 mois sur certains plateaux, et vous allez voir que les parallèles sont assez intéressants. Allez, l'annonce c'est quoi? L'annonce, d'après le ministre de la Défense russe, il y aurait 25 millions d'hommes qui pourraient être mobilisés par l'armée russe. D'après d'autres sources, ça parle d'environ 2 millions. Dans tous les cas, c'est 300 000 personnes qui ont été annoncées. Pour la petite histoire, il est très difficile à l'heure actuelle de prendre un billet d'avion entre la Russie et la Turquie. Par exemple, les prix ont augmenté. Il semblerait même qu'il y ait eu des annonces qui interdisent aux hommes de quitter le pays. Ce qui a été fait en Ukraine, je vous le rappelle, fin février. Donc là, les réservistes, ce sont des personnes ayant eu une expérience militaire ou alors qui font partie de la réserve. En France, en Occident, nous sommes habitués aux réservistes, soit comme une filière en soi, vous n'avez jamais vraiment servi de manière professionnelle dans l'armée, mais vous avez été formé et régulièrement, tous les ans, plusieurs fois par année, vous participez à des grands exercices. Ce type de militaire, ce serait que quelques milliers d'hommes en Russie. L'autre type de personnel rappelable, ce sont vos anciens militaires professionnels. Personnellement, j'ai fait 15 ans dans la marine. Pendant 7 ans, j'ai signé un document qui dit pendant 7 ans qu'on peut me rappeler si besoin. Donc là, c'est plutôt ce type de population qui constitue ces fameux 300 000 hommes. N'oubliez pas qu'avoir des réservistes, ça coûte cher. Des réservistes entraînés, ça coûte cher et ça demande beaucoup de structure. L'armée de l'air russe, créée sur le papier en 1912, la forme moderne 1992, elle aurait mis en œuvre, d'après les chiffres américains, 300 aéronefs dans cette fameuse opération spéciale, pour reprendre leurs termes, avec des vols qui viennent de Russie et de Biélorussie. Toujours d'après des sources ouvertes, 67 pertes, on n'est pas à 5 près, me faites pas la guerre des chiffres, mais ce qui est intéressant, c'est 20 000 sorties, et sur ces 20 000 sorties, d'après les Américains, qui ont de très bons moyens de renseignement, 3 000 ont pénétré le territoire ukrainien. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une armée de l'air, tout comme une marine, alors, l'armée de terre également, mais dans une moindre mesure, c'est constitué de spécialistes. Soit vous avez, dans le cas de l'armée de l'air, les combattants qui vont au contact, les pilotes. Pour ce qui est de la Russie, vous avez également le corps des parachutistes, mais là, je vais me focaliser vraiment sur les pilotes qui sont soutenus par toute la chaîne de soutien, les mécaniciens, les armuriers, la logistique, tout ce qui est pétrole, toutes ces choses-là. Et chacun de ces personnels est un personnel formé à une certaine mission qui demande une certaine complexité. Réparer, armer un Sukhoi 25, un Sukhoi 30, un Sukhoi 35, c'est très compliqué et ça demande une formation initiale longue et coûteuse, et ensuite un maintien de compétences. Maintien de compétences qui prend du temps et de l'investissement. Et donc, qui dit réserviste qui a quitté son poste il y a 2, 3, 4, 5 ans, dit ce maintien de compétences n'a pas eu lieu. Et quand on parle rappeler des réservistes anciens militaires, la première chose à laquelle vous devez penser, c'est à court terme, pour remettre up to speed, comme on dit, à vitesse opérationnelle ces militaires, ça va demander encore plus de ressources à l'armée professionnelle actuellement déployée. Il va falloir remonter ces professionnels en niveau de compétence et ça va prendre du temps. Alors à quoi peut ressembler un parcours type un petit peu d'un de ces réservistes? C'est has-been, j'en fais partie. Des personnes un peu old school, qu'on soit pilote, mécanicien, personnel navigant. Eh bien, dans un premier temps, il y a un petit parcours administratif. Forcément, il va falloir refaire le petit parcours, récupérer du matériel, toutes ces choses-là, ça prend un peu de temps. Ensuite, il faut aller se mettre dans les lieux où des militaires professionnels vont nous raligner, vont nous remettre à niveau, faire ce refresher, et ensuite derrière on pourra être déployé soit en renfort d'unités opérationnelles, soit dans des unités de réservistes, c'est une possibilité également. Donc pour le cas de l'armée de l'air russe, le plus probable, c'est que si des réservistes sont appelés anciens pilotes, anciens mécaniciens, ils viennent en soutien, ils viennent soulager les opérationnels. L'autre possibilité, c'est que l'armée de l'air russe, elle est présente sur tout le territoire, de Kaliningrad
au Grand Est, là, de l'autre côté. Et l'idée, ça peut être quoi? Eh bien, ça peut être de remplacer certains pilotes, certains mécaniciens, certains officiers renseignement opérationnels et bien formés de l'Est, de Kaliningrad, par des réservistes, au moins cocher les cases, et récupérer ces opérationnels et les réinjecter sur le front. Donc vous faites les vases communicants, vous envoyez des réservistes à des postes de soutien, vous essayez de libérer des professionnels de certaines places, vous les remplacez par des réservistes pour amener un peu dans votre tunnel, par vase communicant, plus de personnel opérationnel et formé sur le champ de bataille. À défaut de faire ça, il n'y a pas de miracle. Moi, si vous me disiez demain, il faut monter dans un Rafale, et ben déjà, généralement, c'est plutôt le nombre de machines qui est limitant que le nombre de pilotes. Mais on a des sièges éjectables. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est un process qui est long. Mais déjà, de base, les Russes, ça a été ébruité après l'invasion, ne pouvaient faire qu'une centaine d'heures d'entraînement. Vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas un corps de réservistes volants ou qu'ils n'ont pas énormément de réservistes opérationnels prêts à venir appuyer instantanément de manière magique en 48 heures leur militaire de métier. Au niveau de l'impact, du coup, vous l'aurez compris, pour ce qui est de l'armée de l'air ou même de l'aéronavale, je pense que cet impact va être très limité, voire même légèrement contre-productif dans un premier temps, à cause de cette nécessité de dédier du personnel à faire cette remontée en puissance et gérer cet afflux et cette gestion de personnel. 300 000 personnes à récupérer, à réenlister, si on peut dire, ça fait beaucoup de travail. Donc même si c'est un petit pourcentage de leur armée qui est actuellement déployé du côté du Donbass, voilà, ça va avoir un impact. Donc il y a une inertie. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il va y avoir ce phénomène d'inertie. Je vous rappelle quand même que c'est pas tout de récupérer 300 000 personnes. On pense donc qu'ils vont être principalement affectés à l'armée de terre. Mais injecter 250 000 personnes dans l'armée de terre, ce n'est pas magique, il faut du matériel. Comme je disais chez BFM il y a maintenant 6 mois, il est important de comprendre où en est l'industrie russe, où est-ce qu'ils en sont. Je vous rappelle que la Seconde Guerre mondiale, ça a été la victoire de la production. Les Américains, en 1939, fabriquaient 2500 avions par an. En 1945, 95 000. C'est grâce à ce pouvoir industriel, et d'ailleurs ils ont livré de l'acier aux Russes pour leur permettre aussi d'augmenter leur production pendant la Seconde Guerre mondiale et d'être un acteur plus que majeur. Certains disent que la Seconde Guerre mondiale a été gagnée grâce aux Russes, mais ils ont été soutenus d'un point de vue industriel par les Américains, avec notamment de l'acier, il ne faut pas l'oublier. Eh bien, cette notion d'équipement est très importante. Il va falloir fabriquer des munitions, il va falloir pouvoir équiper tout ce personnel et également, ça risque d'accroître le nombre de munitions, la chaîne logistique, le nombre de camions. Il faut pouvoir tenir et c'est pas tout d'envoyer des hommes sur la ligne de front. Prochaines étapes à surveiller, qu'est-ce que c'est? La prochaine étape, c'est cette fameuse annexion des territoires russes en Russie par référendum du côté du Donbass, ce qui ferait de ces territoires du sol russe, ce qui changerait d'un point de vue doctrinal la manière dont les Russes se sentent autorisés à le défendre avec l'ouverture vers de l'arme nucléaire. Donc à l'heure actuelle, le président Macron a été très clair là-dessus, personne ne va reconnaître votre référendum. Néanmoins, ça risque d'être le gros sujet à suivre dans les prochaines semaines. De manière à mieux anticiper ce qui pourrait se passer, vous savez, les militaires, nous adorons l'histoire, parce que l'histoire est un éternel recommencement. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille 72 ans en arrière, en 1950, guerre de Corée. Et la guerre de Corée, qu'est-ce qu'on peut dire, de 50 à 53, 1 million de Sud-Coréens et de membres de l'ONU qui sont battus contre à peu près 1,8 million de Nord-Coréens, un demi-million de morts quand même côté Corée du Sud, apparemment 1 million à 1,5 million de morts du côté nord, 300 Français qui ont été tués ou perdus au combat, 516 Canadiens, 36 000 Américains. Les Américains, ils ont quand même fait 88% des 340 000 militaires qui étaient présents. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette guerre de Corée? Eh bien, depuis 1910, en Corée, c'était le Japon qui s'était installé. Septembre 45, reddition du Japon. Le Japon est donc remplacé en Corée. 38e parallèle et au-dessus, c'est les Soviets qui récupèrent. 38e parallèle et en dessous, ce sont les Américains. Et après plusieurs années de tension, eh bien, du côté nord, les Nord-Coréens décident d'envahir la partie sud. Ils font un push massif avec 200 000 hommes. Ça vous dit quelque chose, à peu près 200 000 hommes? Bon, là, c'était un peu moins, mais vous voyez l'idée. Push massif avec 200 000 hommes. Ils rentrent comme ça, ils enfoncent les Sud-Coréens pendant 2 mois, le temps que l'ONU se remette un peu sur pattes et lance une contre-offensive l'idée par le général MacArthur. Et là, cette
contre-offensive, ce débarquement arrive à renverser la vapeur. Et alors qu'au début, ça descend pendant 2 mois, et bien là, ça remonte. Ça passe le 38e parallèle d'où étaient partis les Nord-Coréens et ça continue vers le fleuve Yalu, la frontière de la Chine. Et là, bien, il s'arrête. Sauf que, troisième étape, on a vu première étape, ça enfonce. Deuxième étape, contre-attaque. Je pense que vous avez compris des parallèles que je vais mettre en avant. Et là, la République de Chine, elle dit « Je m'invite à la danse. Je mets 1,7 million de volontaires chinois dans le combat. » On parle bien de 1,7 million, hein, pas de 300 000, mais vous avez compris l'idée. Et là, ça contre-attaque. Ça contre-attaque et ça pousse l'ONU sous le 38e parallèle. Derrière, je vous la fais courte, mais pendant quelques mois, ça gratouille du terrain par-ci, par-là. Et au final, tout s'arrête autour du 38e parallèle, plus ou moins de là où ça avait commencé. Et depuis, on a une zone démilitarisée et la guerre, eh bien, n'est toujours pas terminée. Est-ce que c'est comme ça que ça va se terminer avec le Donbass ? Je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. Néanmoins, je pense qu'au vu de l'évolution, voilà, j'en ai parlé il y a 6 mois, c'est intéressant de recontextualiser, de voir que là, peut-être qu'on est en train de se rapprocher de cette fameuse troisième phase. Est-ce que ça va contre-attaquer ? Si vous voulez mon avis personnel, pas du tout à court terme. Est-ce qu'ils en ont les moyens ? Sûrement pas à court terme. Je ne suis pas sur place. Il y a des gens mieux informés que moi. Moi, je suis juste là pour essayer de vous donner cette vision macro et vous amener à prendre du recul par rapport aux informations qui circulent et à prendre conscience des biais de confirmation que l'on a. C'est-à-dire que dès que vous voyez des informations, elles ont tendance à venir renforcer la représentation mentale et l'image mentale que l'on se fait d'une situation, que c'est important de prendre du recul. Biais dont nous parlerons d'ailleurs, biais de confirmation dont nous parlerons dans notre prochaine vidéo sur le Air Transat 236 où l'avion a eu une panne de carburant qui n'a jamais vraiment été prise en compte par l'équipage qui pensait avoir un souci d'ordinateur. Bref, c'est pas le sujet. Petite annonce quand même, on va bientôt avoir un format podcast également. Donc vous aurez tout notre contenu sur le podcast. Mais bon, je vous laisse, je voulais faire court. À très bientôt sur la chaîne, lundi prochain, au-delà du cockpit, toute l'actualité du mois de septembre. Et j'espère que vous m'en voulez pas de ne pas avoir monté tout ça. Là, on a Hugo qui est occupé sur d'autres sujets. À bientôt en conférence peut-être ou autre. Et d'ici là, fly safe.